Le glucose. Aujourd'hui, nous allons parler de glucose en relation avec la contraction musculaire et en relation avec l'apport d'énergie. Dans la partie corps humain et santé, nous avons parlé de comportement, de mouvement et de système nerveux, avec notamment l'étude des réflexes, mouvement involontaire, et du cerveau, mouvement volontaire. Poursuivons notre étude sur la production du mouvement grâce à la contraction musculaire et à l'apport d'énergie. Pour cela, nous avons déjà étudié dans un premier cours la cellule musculaire, une structure spécialisée nécessaire au raccourcissement musculaire, puis dans un deuxième temps, dans un deuxième cours, nous avons parlé d'ATP, une molécule énergétique nécessaire à la contraction. Et enfin, dans ce troisième cours, nous parlerons de glucose qui est nécessaire pour la production d'énergie sous forme d'ATP, lui-même indispensable pour la contraction musculaire. Le contrôle des flux de glucose, source essentielle d'énergie des cellules musculaires. Ce sera notre titre principal et notre problématique en même temps. Les cellules musculaires ont besoin de nutriments, principalement de glucose, et il a besoin également de dioxygène puisé dans le sang. Donc glucose et dioxygène sont puisés dans le sang. Alors on sait bien que le dioxygène provient de la respiration pulmonaire et nous savons également que le glucose provient de la nutrition. Le glucose est un nutriment qui provient de la digestion des glucides. Les réserves de glucose se trouvent sous forme de glycogène dans les cellules musculaires et dans les cellules hépatiques. Elles servent à entretenir des flux de glucose variables selon l'activité entre les organes sources, c'est-à-dire l'intestin et le foie, et les organes consommateurs, dont les muscles. Mais pas que les muscles, évidemment. Toutes les cellules ont besoin de nutriments et de dioxygène. C'est le principe même un des principes qui permet la production d'énergie et donc la vie de la cellule grâce à un métabolisme très complexe. La glycémie est la concentration de glucose dans le sang. Elle est maintenue à un intervalle relativement étroit, autour d'une valeur d'équilibre qui est proche globalement de 1 g par litre. Elle dépend des apports alimentaires et est régulée par 2 hormones sécrétées par le pancréas. Un dysfonctionnement de la régulation de la glycémie entraîne des complications qui peuvent être à l'origine des diabètes. Alors, diabète de type 1, diabète de type 2. L'insuline, elle entraîne l'entrée du glucose dans les cellules musculaires et dans les cellules hépatiques. Et le glucagon, lui, provoque la sortie du glucose des cellules hépatiques grâce à des protéines membranaires qui vont transporter le glucose. Donc, il faut connaître les notions d'hormones, d'hyper et hypoglycémiante, le système de régulation, l'organisation fonctionnelle du pancréas endocrine, les récepteurs à l'insuline et à glucagon et le diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant. Alors, commençons. Première explication relativement simple, où je vais donner les grandes lignes, puis je vais approfondir encore un petit peu plus, puis encore un petit peu plus, puis je vais détailler en fin de vidéo donc ce qui concerne le glucose en relation avec la contraction musculaire et donc la production d'énergie. Alors, il faut considérer, si on regarde au niveau des cellules, une cellule intestinale, une cellule hépatique et une cellule musculaire.
Chacune de ces 3 cellules ont des noyaux. La cellule intestinale est bien sûr en relation avec les intestins. La cellule hépatique est en relation avec le foie. Et la cellule musculaire est en relation avec les muscles. Alors, pourquoi je vous parle de ces 3 types de cellules et de ces 3 types d'organes? Eh bien parce que, au niveau de l'intestin, il y a une absorption de glucose après un repas. Donc ça veut dire que la cellule intestinale se retrouve avec du glucose. Ce glucose, il fait quoi? Eh bien, il va passer dans le sang. Donc, on passe maintenant à la cellule hépatique. La cellule hépatique est capable de puiser du glucose en provenance du sang, et ce glucose va pouvoir être stocké dans une molécule de glycogène. On parle de glycogénogenèse. La genèse du glycogène par fixation de molécules de glucose qui seraient en excédent dans le réseau sanguin. Et puis la cellule hépatique est capable également de libérer des molécules de glucose par glycogénolyse cette fois-ci, et le glucose va pouvoir passer dans le sang. En imaginant qu'il n'y a pas assez de glucose dans le sang, eh bien le foie va pouvoir en libérer, et de manière à essayer de rétablir l'équilibre de ces 1 g par litre. Quant à la cellule musculaire, eh bien c'est un peu le même principe. Elle a besoin de glucose, donc elle va puiser dans le sang. Mais contrairement à la cellule hépatique qui, elle, est capable de restituer du glucose dans le sang, la cellule musculaire ne restitue pas de glucose dans le sang. Elle prend du glucose pour elle-même pour produire son énergie. Donc ça veut dire que il lui faut également des réserves de glycogène. Donc lorsqu'elle puise, cette cellule musculaire, du glucose dans le sang, eh bien elle peut faire aussi ce que l'on appelle la glycogénogenèse et également la glycogénolyse. Et cette glycogénolyse a pour but de libérer des molécules de glucose afin que de l'énergie soit produite pour la contraction musculaire. Bon. Donc voilà, globalement, donc on a du sang. Dans ce sang, il y a du glucose et du dioxygène, évidemment. Mais là, on a raisonné sur l'entrée de glucose dans la cellule intestinale, dans la cellule hépatique, dans la cellule musculaire. On a raisonné quant à la sortie de glucose dans la cellule intestinale et dans la cellule hépatique, mais par contre pas dans le muscle. Alors à noter que dans les intestins, l'intestin ne prend pas de glucose dans le sang. Une petite erreur de ma part tout à l'heure, c'est que l'intestin, lui, les cellules intestinales, donc font passer dans le réseau sanguin les molécules de glucose, mais elles ne reviennent pas. Il n'y a que le foie, en fin de compte, qui est capable de prendre du glucose dans le sang pour le stocker. Donc attention, j'ai fait une petite erreur au départ, erreur d'étourderie, évidemment. Dans le raisonnement, ça arrive quelquefois que l'on dise des bêtises. Le principal, c'est de se rattraper. Alors maintenant, il faut qu'il y ait une régulation de la glycémie, puisqu'on a dit que le glucose, c'est à peu près 1 g par litre globalement de plasma, donc de sang, on va dire. Alors, si vous regardez, si vous observez une courbe de la glycémie, alors on peut dire en grammes par litre, peu importe les unités, en fonction des heures de la journée, eh bien on s'aperçoit que chaque fois qu'il y a un repas, le taux de glucose augmente dans le sang. Et chaque fois que l'on fait par exemple une activité, donc du sport, eh bien le taux de glucose a tendance à baisser. Et lorsque le taux de glucose augmente au-delà de la valeur de 1 g par litre, eh bien cette valeur dure un certain temps, mais revient à la normale de 1 g par litre. Donc chaque fois qu'il y a un repas, le taux de glucose augmente, mais redescend ensuite, pour rester à une valeur à peu près de 1 g par litre. Et chaque fois que la personne fait du sport, le taux de glucose baisse, mais réaugmente au bout d'un certain temps, pour se situer à nouveau
vers ces 1 g par litre. Donc cette glycémie est proche de 1 g par litre, c'est un paramètre qui est régulé. Il y a un contrôle, on sous-entend qu'il y a un contrôle. Donc quel est ce contrôle? Alors, il faut savoir qu'un des acteurs très importants, qui a un rôle dans la régulation de la glycémie, c'est le pancréas. Le pancréas est capable de sécréter des hormones qui vont pouvoir aider à réguler la quantité de glucose dans le sang. Alors, les cellules bêta sont capables de sécréter une hormone que l'on appelle insuline. Les cellules alpha sont capables de sécréter une hormone que l'on appelle glucagon. Alors que ce soit les cellules bêta ou les cellules alpha, elles font toutes deux partie d'un petit organe, un petit espace qu'on appelle un îlot, les îlots de Langerhans. Donc dans ces îlots de Langerhans, qui sont situés bien entendu dans le pancréas, eh bien, il y a des cellules bêta sécrétrices d'insuline et des cellules alpha sécrétrices de glucagon. Maintenant, quel est le rôle de l'insuline? Quel est le rôle du glucagon? Si par exemple, imaginons on prend le cas de la cellule hépatique. La cellule hépatique va puiser dans le sang le glucose. Et des protéines membranaires, transporteurs de glucose, vont aider à faire passer le glucose dans la cellule. C'est le même principe pour la cellule musculaire, et par contre, ce n'est pas le même principe pour la cellule hépatique. Alors, dans le cas de... Alors, c'est le même principe dans la cellule hépatique, mais ce que je voulais dire, c'est que lorsque l'on va raisonner par rapport au glucagon, on ne va pas intervenir de la même façon concernant ces protéines transporteuses de glucose que dans le cas d'une hyperglycémie. Alors, dans la cellule hépatique, donc, il y a des récepteurs de l'insuline, et ces récepteurs de l'insuline vont activer ces protéines transporteuses de glucose de manière à ce qu'il y ait un réarrangement dans la membrane cellulaire. Et puis, ce glucose est capable évidemment d'être stocké par glycogénogenèse. Donc s'il y a trop, alors on va raisonner de la même façon dans la cellule musculaire qui est capable de fixer l'insuline, et cette insuline est capable de, grâce à cette insuline, en fait, il y a une activation des protéines membranaires qui vont pouvoir aider à faire passer le glucose dans la cellule. Et donc, ces glucoses sont capables également d'être stockés par glycogénogenèse dans les molécules de glycogène. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a un excédent, lorsque l'on est en hyperglycémie, eh bien ça veut dire que la cellule hépatique est capable de prélever du glucose dans le sang, et grâce à l'insuline qui s'est fixée sur des récepteurs spécifiques, eh bien l'entrée de glucose est tout à fait possible. Donc ça veut dire que l'hormone a tendance à faire diminuer le taux de glucose dans le sang. Donc on est plutôt dans le cas de l'hypoglycémie. Donc c'est une hormone plutôt hypoglycémiante. Donc ça veut dire que s'il y a, je répète, s'il y a une hyperglycémie, le rôle de l'insuline est fondamental pour faire passer le glucose dans les cellules de manière à ce qu'on rétablisse la glycémie à une valeur de contrôle, valeur de consigne de 1 g par litre. Et même principe pour les cellules musculaires, grâce à l'insuline qui se fixe sur des récepteurs spécifiques, eh bien, il y a une entrée possible de glucose dans la cellule, à partir du sang. Par contre, si la glycémie est inférieure à 1 g par litre, eh bien, ce sont les cellules alpha qui vont intervenir en sécrétant du glucagon, qui va se fixer sur des récepteurs spécifiques, et faire en sorte que la glycogénolyse soit activée de manière à ce que des molécules de glucose puissent passer dans le sang. Donc tout à l'heure, on avait, grâce à l'insuline, ce que l'on appelle une glycogénogenèse qui était activée, alors que là, c'est la glycogénolyse qui est activée et qui permet au glucose de passer dans le sang en cas d'hypoglycémie. Donc on a bien dans les deux cas un retour de la glycémie à 1 g par litre. Alors quelquefois, il y a des anomalies de la régulation de la glycémie, ce qui peut conduire au diabète de type 1 ou au diabète de type 2.
Dans le diabète de type 1, eh bien, c'est simplement des lymphocytes T qui vont détruire les cellules bêta. De ce fait-là, il n'y a plus d'insuline, donc on est dans le cas d'un diabète de type 1 insulinodépendant. Donc ça veut dire qu'on est dans un cas d'hyperglycémie permanente, puisque le glucose, l'insuline n'est plus produite, donc elle ne peut plus réguler l'entrée de glucose dans les cellules hépatiques et musculaires par exemple. Bon, alors maintenant il y a des traitements tout à fait possibles, des injections d'insuline, et la personne se porte très bien en général. Dans le diabète de type 2, eh bien, il y a au départ toujours sécrétion d'insuline, mais il y a une insulinorésistance des cellules cibles à l'insuline. Ça veut dire que l'insuline, en gros, ne se fixe plus sur le récepteur, et de ce fait-là, eh bien, il ne peut pas y avoir de régulation. Donc on est en hyperglycémie permanente, et tout doucement avec le temps, les îlots de Langerhans, enfin du moins les cellules bêta, se trouvent détruites également. Donc il arrive un moment où il n'y a plus de production d'insuline. De toute façon, même si elle est produite, elle ne sert à rien, parce qu'elle ne peut pas se fixer sur les récepteurs. Donc voilà pour un simple niveau d'explication. Si vous voulez, vous pouvez arrêter le cours ici. Ou alors je continue. Un deuxième niveau d'explication concernant le contrôle des flux de glucose dans l'organisme. Donc nous allons voir qu'il y a un approvisionnement des cellules musculaires, approvisionnement en glucose évidemment. Nous allons parler de la régulation de la glycémie et nous allons aborder le cas de dysfonctionnement de la régulation glycémique et nous allons voir qu'il existe deux types de diabète au moins. Commençons par voir, concernant ce glucose et ces cellules musculaires, donc comment elles peuvent s'approvisionner en glucose. Eh bien, pour produire de l'énergie, les cellules musculaires, bien entendu, ont besoin d'un nutriment et notamment du glucose, mais également du dioxygène. Elles consomment ce glucose sanguin qui est absorbé grâce à des protéines membranaires, comme nous l'avons vu précédemment. Lorsque l'on mange, eh bien, le glucose va rentrer dans le sang au niveau de l'intestin. Donc suite à la digestion des glucines, on a une molécule, donc on a un aliment qui, suite à une digestion grâce à des activités enzymatiques, donc un métabolisme enzymatique de digestion en relation avec la digestion, eh bien, ces glucides sont transformés pour certains en molécules de glucose. Donc après une prise alimentaire, eh bien, le glucose va entrer dans le sang au niveau de l'intestin, puisque là il y a des microvillosités et puis il y a beaucoup de capillaires sanguins pas très loin. Donc ça veut dire que ce glucose, qui est une molécule relativement petite, est capable de passer dans le sang. L'organisme est capable de stocker une partie de ces réserves de glucose sous forme de glycogène grâce à la glycogénogénèse, et ceci dans les cellules musculaires et également dans les cellules hépatiques, c'est-à-dire les cellules du foie, qui sont de véritables organes de réserve de glucose. Le foie est capable de stocker du glucose dans le glycogène, mais est capable également de libérer du glucose si jamais il n'y en a pas assez dans le sang. Et entre deux prises alimentaires, eh bien, les cellules musculaires et hépatiques sont capables de produire du glucose à partir du glycogène. Comme je vous l'ai dit, c'est la glycogénogénèse. Les cellules hépatiques peuvent également, en plus de libérer du glucose dans le sang, peuvent en stocker. Bon, ça on l'a dit. Donc les réserves permettent d'entretenir les flux de glucose qui sont variables selon l'activité de la personne, et flux de glucose donc entre les différents organes sources, par exemple intestin et foie, et les organes consommateurs, par exemple une cellule musculaire. Bon. Autrement dit, donc l'alimentation peut apporter du glucose qui va être réparti dans l'organisme de manière à ce que les différentes cellules puissent puiser le dioxygène qui provient du sang pour leur activité métabolique. Ensuite, on a parlé de régulation de la glycémie. On a dit que la glycémie, c'était à peu près 1 gramme par litre de sang. La glycémie, c'est la concentration de glucose plasmatique, donc dans le plasma. Alors, c'est quoi la différence entre le plasma et le sang? Eh bien, c'est que le plasma... Alors, pourquoi le sang est-ce qu'il est rouge? Eh bien, parce qu'il y a des globules rouges. Si on enlève les globules rouges, par centrifugation, admettons, on obtient un liquide jaunâtre qui est le plasma. Donc, je vous disais que la glycémie, elle est maintenue dans un intervalle relativement étroit,
autour d'une valeur d'équilibre qui est proche de 1 g par litre de sang, donc de plasma on va dire, par un système de régulation donc, qui va impliquer des hormones du pancréas endocrine. Alors on parle de pancréas endocrine parce qu'il existe également le pancréas exocrine. Le côté exocrine ne nous intéresse pas pour ce cours-là, mais il faut savoir, enfin, pour vos connaissances si vous voulez, ou vous le savez peut-être, que le pancréas exocrine va libérer des hormones, des enzymes pancréatiques qui vont passer dans les intestins pour aider à la digestion. Mais là, nous parlons de pancréas endocrine. Le pancréas est capable de sécréter 2 hormones qui sont l'insuline et le glucagon. Alors, l'action de ces hormones implique leur interaction spécifique avec des récepteurs membranaires. Donc, c'est tout à fait spécifique. Ces récepteurs membranaires sont fixés sur les cellules cibles dans différents tissus, évidemment. Donc, on dit que les récepteurs membranaires sont exprimés. Je répète. L'action des hormones implique leur interaction spécifique avec des récepteurs membranaires qui sont exprimés par leurs cellules cibles dans différents tissus. Bon, la phrase est mieux construite comme ça. La fixation hormone-récepteur modifie le fonctionnement des cellules cibles et permet de contrôler les flux de glucose. Alors, s'il y a une hyperglycémie, que se passe-t-il? Eh bien, vous avez dans les îlots de Langerhans des cellules bêta qui sont capables de sécréter de l'insuline. Et lorsque l'on est dans un cas d'hyperglycémie, ça veut dire qu'il y a trop de sucre, de glucose dans le sang, eh bien ça veut dire que cette insuline, qui est une hormone hypoglycémiante, eh bien, est capable de gérer l'entrée du glucose dans les cellules de manière à ce que l'on ne soit plus en hyperglycémie. Donc, en cas d'hyperglycémie, je vous ai bien dit que les cellules bêta sécrètent davantage d'insuline. Donc cette hormone a donc une action hypoglycémiante. Alors, cette hormone, donc insuline, après fixation sur des récepteurs membranaires spécifiques, est capable d'entraîner l'entrée du glucose dans les cellules musculaires et dans les cellules hépatiques en augmentant tout simplement le nombre de protéines membranaires transportant le glucose. Donc il y a en quelque sorte une activation de ces protéines membranaires qui sont capables, si elles sont plus nombreuses, de faire entrer plus de dioxygène, plus de glucose dans le sang, dans les cellules. Par contre, si on est en hypoglycémie, que se passe-t-il? Eh bien, nous avons parlé des cellules alpha, des îlots de Langerhans, qui sécrètent davantage de glucagon. Et quel est son intérêt? Eh bien, ce glucagon est hyperglycémiant. C'est l'inverse, le rôle est inverse par rapport à celui de l'insuline. Donc, cette hormone est capable de provoquer la sortie de glucose des cellules hépatiques en stimulant notamment ce que l'on appelle la glycogénolyse. Glycogénolyse, nous savons que le glycogène est une réserve de molécules de glucose qui sont toutes reliées les unes aux autres, et la lyse d'une partie du glycogène libère une molécule de glucose. Et lorsque l'on fait la glycogénogénèse, c'est le contraire. Ça veut dire que du glucose est fixé sur le glycogène. Donc là, on a bien compris que l'insuline est une hormone hypoglycémiante. Elle lutte contre l'hyperglycémie. Et nous avons compris que le glucagon est une hormone l'insuline est une hormone hypoglycémiante. J'ai dit hyper, peut-être je me suis trompé. Donc je répète que l'insuline est une hormone hypoglycémiante puisqu'elle lutte contre l'hyperglycémie. Le glucagon, lui, est une hormone hyperglycémiante puisque le glucagon lutte contre l'hypoglycémie. Donc c'est l'inverse concernant les deux hormones. Donc cette hormone va provoquer la sortie de glucose des cellules hépatiques en stimulant donc cette glycogénolyse. Alors que se passe-t-il s'il y a un dysfonctionnement de la régulation glycémique? Et que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que l'on parle de diabète? Diabète, dans les deux cas, c'est hyperglycémie. Donc il faut trouver une solution pour que la personne ne soit pas en hyperglycémie. Si le diabète est insulinodépendant, on injecte de l'insuline, puisqu'il n'y a plus de production d'insuline de la part des cellules bêta qui n'existent plus, puisqu'elles ont été détruites par le système immunitaire, par des lymphocytes T. Et on a le diabète que l'on
on dit souvent le diabète gras, en fait, qui est le diabète de type 2 et qui correspond à une insulinorésistance des récepteurs qui ne fixent plus donc l'insuline, et donc l'insuline ne peut plus réguler le taux de glucose dans le sang, donc elle n'a plus son rôle hypoglycémiante. Donc s'il y a un dysfonctionnement de la régulation de la glycémie, eh bien cela entraîne des complications qui peuvent causer des diabètes, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Alors les diabètes ont diverses origines, mais se caractérisent par un ensemble de symptômes, dont une abondance d'urine. Alors c'est un élément, un premier symptôme. Un ensemble de symptômes va former un syndrome, le syndrome diabétique. Les diabètes peuvent avoir diverses origines, mais se caractérisent par un ensemble de symptômes, dont une abondance d'urine, comme nous avons dit, une soif intense et la présence de glucose dans les urines. Donc ça, ce sont trois symptômes importants. Ces symptômes, ils résultent d'une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire qui dure tout le temps, qui ne se corrige pas. Donc hyperglycémie chronique, même à jeun, chez les individus qui sont atteints par ce diabète. Le diabète de type 1 est appelé diabète insulinodépendant. Il résulte de la destruction des îlots, donc dans les îlots de Langerhans des cellules bêta. Et donc c'est le système immunitaire, hein, c'est une maladie auto-immune en quelque sorte. Hein. Donc ce qui conduit à une absence de sécrétion d'insuline. Donc cette maladie est bien auto-immune, hein, puisque ce sont les lymphocytes du système immunitaire de la personne qui détruisent ses propres cellules bêta. Donc c'est un petit peu gênant quand même. Ensuite, deuxième type de diabète, c'est le diabète de type 2, qui est un diabète non insulinodépendant, qui est provoqué par une baisse de sensibilité des cellules cibles à l'insuline. Ça veut dire tout simplement que les récepteurs ne fixent plus l'insuline. On parle à ce moment-là d'insulinorésistance. L'insuline ne se fixe plus sur le récepteur. Il y a une espèce de résistance. D'abord compensée par la production accrue d'insuline, eh bien l'insulinorésistance conduit à terme à l'épuisement des cellules bêta et à une immunodéficience. Alors, donc je vais répéter encore un petit peu les choses hein, dans un autre niveau d'explication. Donc je vais faire globalement le bilan et ensuite je vais, contrairement à refaire le bilan, je vais refaire une analyse détaillée. Alors le contrôle des flux de glucose, comment est-ce que ça se passe hein, si vous avez bien compris, il y a des flux de glucose dans l'organisme. Eh bien, il y a des flux de glucose sanguins dans l'organisme. Donc pour produire l'énergie nécessaire à la contraction, eh bien, les cellules musculaires reçoivent un flux de glucose sanguin. C'est logique. L'intensité est croissante avec le degré d'activité de l'organisme. Donc plus l'organisme est actif, plus il aura besoin de glucose et plus le flux sanguin est censé être important de par le débit du sang, donc la circulation du sang grâce au cœur qui va augmenter son rythme cardiaque, de même que les poumons vont augmenter la ventilation pulmonaire. Donc ce flux de glucose, il est évidemment au départ d'origine alimentaire, puisque ce sont les aliments qui amènent à travers la digestion d'aliments eh bien, les nutriments qui sont amenés dans l'intestin, évidemment, et ensuite de l'intestin, donc ces aliments dont le glucose va pouvoir passer dans le sang. Donc ce glucose, ce flux de glucose provient de l'intestin grêle où se fait l'absorption des produits de la digestion au niveau de microvillosités qui sont richement vascularisés. Il y a des petits capillaires sanguins très importants, donc de ce fait-là, le glucose peut passer dans le sang, et une fois qu'il passe dans le sang, eh bien, il va pouvoir être stocké dans le foie et dans les muscles, sous forme d'une molécule qui s'appelle le glycogène. Ce foie va pouvoir libérer dans le sang le glucose obtenu en hydrolysant le glucose accumulé par glycogénolyse. Le foie a un rôle régulateur. Il entretient le flux de glucose vers les muscles hors des périodes de digestion. Donc ça veut dire que c'est un organe de stockage. Il est capable de stocker du glucose sous forme de glycogène
grâce à la glycogénogénèse, mais le foie est capable également de libérer du glucose grâce à la glycogénolyse. Donc c'est un organe régulateur très important qui entretient le flux de glucose vers les muscles hors des périodes de digestion. La glycémie, elle, c'est un paramètre biologique qui est régulé et qui a une valeur de 1 g par litre de sang, comme on l'a dit tout à l'heure. La glycémie, donc, elle est soumise à un système de régulation qui maintient en permanence sa valeur de contrôle, sa valeur de référence, en fait, à 1 g par litre de sang. À peu près. Alors, les cellules des îlots de Langerhans du pancréas produisent de l'insuline, nous l'avons déjà vu, c'est une hormone hypoglycémiante, donc qui va lutter contre l'hyperglycémie, et cette hormone insuline est issue des cellules bêta des îlots de Langerhans. Il y a également dans ces îlots de Langerhans une autre hormone qui est produite, c'est une hormone hyperglycémiante cette fois-ci, donc qui va lutter contre l'hypoglycémie, et on l'appelle le glucagon. Donc ce glucagon est bien sécrété par les cellules alpha, tandis que l'insuline est sécrétée par les cellules bêta. Alors à noter que puisqu'il y a une sécrétion, ça veut dire que les hormones vont passer dans le sang, et dans les îlots de Langerhans, évidemment, il y a des vaisseaux sanguins. Donc cette libération d'hormones, insuline et glucagon, dépend évidemment de la glycémie. L'hyperglycémie stimule la libération d'insuline et inhibe celle du glucagon et inversement. Il peut y avoir, comme on l'a dit, des dysfonctionnements de la régulation de la glycémie. On peut avoir donc des diabètes qui sont des dysfonctionnements de la régulation et qui sont caractérisés par ces diabètes sont caractérisés par une hyperglycémie permanente, hyperglycémie chronique contre laquelle on peut lutter. Le diabète insulinodépendant d'une part, donc on dit quelquefois le diabète de type 1, il touche plutôt les individus qui sont jeunes et il est causé par la destruction des cellules bêta des îlots de Langerhans par le système immunitaire comme on l'a vu précédemment. Et le deuxième type de diabète, il est non insulinodépendant, on dit également de type 2. Il touche des personnes de plus de 45 ans en surpoids dont les cellules sont devenues insulino-résistantes. Ça veut dire qu'elles ne fixent plus l'insuline. Donc plus d'insuline, donc plus de lutte contre l'hyperglycémie. On rentre dans le diabète non insulinodépendant. Donc avec cette insulino-résistance, évidemment, où la régulation ne peut plus se faire. Donc il existe des mécanismes moléculaires concernant la régulation de la glycémie. Le transfert de glucose entre le sang et les cellules se font par des protéines de transport. Elles sont intégrées aux membranes plasmiques et dont la quantité est variable. Ces cellules sont sensibles à l'insuline et au glucagon et elles portent des récepteurs spécifiques de forme complémentaire à celle des hormones insuline et glucagon. La fixation de l'hormone sur le récepteur déclenche son effet. L'insuline fait augmenter le nombre de transporteurs de glucose et va stimuler la glycogénogénèse puisqu'il y a une lutte contre l'hyperglycémie. Donc il faut bien que du glucose soit stocké, donc sous forme de glycogène. Donc les molécules de glucose qui sont en trop viennent se fixer sur le glycogène. On appelle ça la glycogénogénèse, comme on a dit tout à l'heure. Donc glycogénogénèse a lieu dans les cellules hépatiques et dans les cellules musculaires évidemment. Et sous l'effet du glucagon, eh bien, les cellules hépatiques vont hydrolyser le glycogène. Donc on parle là de glycogénolyse. Donc hydrolyse du glycogène qu'elles contiennent et vont libérer ainsi du glucose pour lutter contre l'hypoglycémie. Bon, donc voilà un autre niveau d'explication. Maintenant je vais reprendre les éléments en détaillant encore un petit peu plus. Donc vous avez le droit de partir si vous voulez. Pour ma part, je continue. On va parler du contrôle des flux de glucose, toujours en relation, si possible, avec les cellules musculaires. Donc il y a des flux de glucose dans l'organisme. Il y a des organes consommateurs de glucose, comme les muscles par exemple. Alors évidemment, les cellules musculaires vont consommer du glucose. Elles ont des besoins énergétiques, donc elles consomment du glucose
puisque le glucose, c'est grâce au glucose en fait qu'il va y avoir production d'énergie grâce à la respiration cellulaire. Mais on en reparlera tout à l'heure. D'ailleurs, on en a parlé lorsque l'on a fait la partie cours sur l'ATP. Donc là, on va peut-être pas trop détailler aujourd'hui, mais référez-vous plutôt au cours sur l'ATP. C'est le cours qui est juste avant. Donc, nutriments et dioxygène sont puisés dans le sang en fonction des besoins, évidemment, des cellules musculaires. Alors, ces besoins sont faibles lorsque les cellules sont au repos, et d'une manière générale lorsque l'organisme est au repos. Et ces besoins peuvent être très importants si, par exemple, vous faites des efforts physiques relativement importants. Si vous voulez faire un 400 mètres, par exemple, en courant très vite, eh bien, il faut bien qu'il y ait des nutriments et dioxygène qui soient utilisés de manière à pouvoir assurer, en fait, le but que vous vous êtes fixé. Les muscles sont donc des organes vers lesquels les flux de glucose sanguin est dirigé, mais il n'y a pas que les muscles, évidemment. Alors, les apports de glucose sont discontinus, puisque vous n'allez pas manger toute la journée ou vous n'allez pas jeûner toute la journée. Et après son absorption au niveau des intestins, eh bien, le glucose d'origine alimentaire va atteindre le foie par une petite veine qu'on appelle la veine porte. Ces cellules hépatiques vont prélever du glucose et le stocker en le polymérisant en glycogène, donc c'est la glycogénogénèse. Alors, vous allez dire, vous répétez, ben oui, je répète, mais là je détaille le cours. Vous êtes bien dans le détail du cours. Donc, voilà. Le foie est également capable de libérer dans le sang le glucose qui a été stocké préalablement. Les hépatocytes, c'est-à-dire les cellules du foie, peuvent hydrolyser le glycogène qu'ils contiennent. On parle de glycogénolyse. Et le glucose ainsi produit va rejoindre la circulation sanguine. S'il n'y a pas assez de glucose dans le sang, eh bien, la glycogénolyse va pouvoir lui en apporter. Le glucose peut être stocké également par des cellules musculaires, mais leurs réserves de glycogène sont en revanche privées. En fait, ça veut dire que le glucose issu de l'hydrolyse du glycogène musculaire ne peut pas être libéré dans le sang. Il n'est donc destiné qu'au muscle lui-même. C'est un petit peu égoïste, non? Mais le foie a ce rôle de stockage, en fait. Et donc, s'il n'y a pas assez de glucose dans le sang, rassurez-vous, la glycogénolyse est capable de mettre du glucose dans le sang. Et s'il y en a trop, est capable de stocker dans le glycogène. Ces cellules hépatiques ont un rôle très important. Donc ce foie, il a un rôle très important, un rôle essentiel de régulation des flux de glucose dans l'organisme. Alors, il y a, comme on avait expliqué, donc une glycémie, et cette glycémie, pour cette glycémie, il faut un paramètre biologique relativement stable qui est régulé. Donc on va voir comment il est régulé, mais on sait déjà qu'on aura les hormones insuline et glucagon, qui s'ajoutent au stockage également ou à la libération du glucose. Donc il y a un système de régulation qui est nécessaire et qui permet à la glycémie, donc à ce paramètre de 1 g par litre, d'être régulé. Donc le bon fonctionnement de l'organisme va imposer que les organes sources de glucose subviennent en permanence aux besoins des organes consommateurs. Les besoins sont variables et les apports sont discontinus. Donc il existe donc un système de régulation de la glycémie, c'est-à-dire de la concentration de glucose dans le sang, et cette régulation est obligatoire. Sinon, des désordres du métabolisme se profilent à l'horizon. Donc chez une personne en bonne santé, eh bien, on relève que la glycémie vaut à peu près 1 g par litre. Cette glycémie va diminuer légèrement lors d'un effort physique et va augmenter légèrement après les repas. Mais cette stabilité globale de la glycémie à 1 g par litre est la preuve de l'existence de mécanismes de régulation. Alors comment est-ce que cette régulation se fait? Eh bien, on va comprendre que le rôle du pancréas est un organe clé. Le pancréas est un organe clé. C'est un organe qui va contrôler la glycémie. Comment? Eh bien, si, imaginons vous retirez tout à fait le foie, eh bien à ce moment-là, on a une très forte hyperglycémie. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas le foie, on a une hyperglycémie. Si on ne met pas le foie, mais le pancréas. Si on fait une ablation totale du pancréas, on a une très forte hyperglycémie. Ça veut dire que le pancréas intervient. Donc cette glande pancréatique va donc intervenir globalement pour que la glycémie puisse diminuer.
Si vous faites des injections intraveineuses d'extrait pancréatique, eh bien, il y a également un effet hypoglycémiant. Donc, non seulement le pancréas a un rôle hypoglycémiant, et nous verrons que c'est grâce à l'insuline, mais également, si on fait des injections, on s'aperçoit que la glycémie, que l'on a un effet hypoglycémique également. Donc, ce qui prouve que cet effet provient de molécules pancréatiques qui sont transportées dans le sang. Ce sont donc des hormones. Le pancréas, il contient deux types de tissus. Un tissu continu constitué de cellules productrices d'enzymes digestives qui seront libérées dans l'intestin grêle, mais elles sont sans effet sur la régulation de la glycémie. Donc ce côté exocrine de la glande ne nous intéresse pas. Un tissu discontinu, constitué de cellules formant des petits amas sphériques dispersés, se trouve dans le pancréas. Eh bien, ce sont des îlots de Langerhans qui sont richement irrigués et qui contiennent deux types de cellules endocrines sécrétant des hormones dans le sang. Eh bien, il y a d'une part les cellules alpha, donc des cellules endocrines alpha, qui produisent du glucagon, et d'autre part des cellules bêta qui produisent de l'insuline. L'insuline a un rôle hypoglycémiant et le glucagon a un rôle hyperglycémiant. L'insuline, donc on a dit, a un effet hypoglycémiant, ça veut dire qu'elle abaisse la glycémie, et agit sur toutes les cellules à l'exception des neurones. Le glucagon, lui, au contraire, a un effet hyperglycémiant, ça veut dire qu'il augmente la glycémie. Si elle était trop basse, eh bien, ça permet de retrouver la valeur de consigne à 1 g par litre. Et cet effet hyperglycémiant du glucagon permet d'agir principalement au niveau des cellules hépatiques. Cette action se fait essentiellement au niveau des cellules hépatiques. La sécrétion des hormones dépend donc de la glycémie. L'hyperglycémie va stimuler les cellules bêta, ce qui semble logique, alors que l'hypoglycémie va les inhiber. Et c'est le contraire pour les cellules alpha. Le message, c'est simplement un message hypoglycémiant ou hyperglycémiant. Il est codé par la concentration sanguine des deux hormones pancréatiques, c'est-à-dire qu'une hyperglycémie entraîne une forte sécrétion d'insuline et diminue la sécrétion de glucagon, ce qui conduit à un retour progressif vers une glycémie moyenne, donc la valeur de contrôle, la valeur de consigne qui est à 1 g par litre de sang. Et donc c'est le contraire se produit en cas d'hypoglycémie. Ainsi, le message hormonal va s'adapter en permanence à l'état de la glycémie, car le glucagon et l'insuline sont dégradés rapidement après avoir été sécrétés. Leur demi-vie en fait est environ 5 minutes, ce qui n'est pas beaucoup. Alors, s'il y a un dysfonctionnement de la régulation de la glycémie, que se passe-t-il? Eh bien, une mauvaise régulation peut avoir des conséquences relativement importantes et peuvent être dramatiques. Une hypoglycémie sévère, c'est-à-dire une glycémie inférieure à 0,5 g par litre, est une situation d'urgence car elle affecte les cellules nerveuses dont le glucose est l'unique nutriment énergétique. Donc en France, plus de 5% de la population est touchée par le diabète. Donc il s'agit de troubles de la régulation marqués par une hyperglycémie chronique où la glycémie est supérieure à jeun à 1,26 g par litre. Donc la valeur de consigne était à 1,1 à peu près g par litre. Mais là on décide, les organismes de la santé ont décidé qu'il faut qu'il y ait une hyperglycémie chronique à 1,26 g par litre, donc à jeun également. Donc il existe différents types de diabète, mais deux d'entre eux regroupent la quasi-totalité des malades. Alors premier cas, c'est le diabète de type 1 qui est dû à un défaut de production de l'hormone insuline sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans. Donc on parle de diabète insulinodépendant ou de diabète de type 2. Eh bien ce diabète se déclare chez des individus jeunes, avant les 20 ans le plus souvent, avec un pic au moment de la puberté. Donc à surveiller. Les patients montrent alors un amaigrissement malgré une alimentation normale, voire quelquefois excessive. Une soif intense avec une polyurie, c'est-à-dire une émission d'urine importante.
et les analyses révèlent une glycémie très élevée, parfois plus de 4 grammes par litre, et la présence de glucose dans les urines. On parle de glycosurie. Cette forme de diabète est due à une destruction des cellules bêta des îlots de Langerhans. Donc ces cellules bêta, on sait qu'elles produisent de l'insuline. Donc destruction des cellules bêta, pas d'insuline possible. Donc suite à une réaction auto-immune, donc destruction par le système immunitaire, notamment par des lymphocytes T. Alors sans insuline, évidemment, l'action hypoglycémiante du pancréas ne peut pas avoir lieu, c'est évident. Eh bien, les cellules n'absorbent plus assez de glucose sanguin et dégradent alors les lipides et les protéines pour se procurer de l'énergie dont elles ont besoin, d'où l'amaigrissement. Cela produit des déchets toxiques, entre autres des corps cétoniques, avec une haleine un petit peu spéciale. On sent bien une haleine qui se dégage dans l'environnement, on sent bien ces corps cétoniques, c'est pas très agréable. Donc ces corps cétoniques sont rejetés dans le sang, puis évacués dans les urines avec l'excès de glucose. Ensuite, deuxième type d'insuline, eh bien c'est donc c'est le diabète de type 2, on parle d'insulino-résistance. Donc c'est un diabète non insulino-dépendant, donc il ne dépend pas de l'insuline. C'est bien le diabète de type 2. Il affecte plutôt des personnes de plus de 45 ans, en surpoids souvent et menant une vie souvent très sédentaire. Si le mode de vie augmente fortement le risque de déclencher ce type de diabète, eh bien, il y a également des prédispositions génétiques qui sont pratiquement toujours présentes. Alors on pourrait le mettre en évidence, notamment au niveau des Indiens Pima. Bon. J'en parle pas, je vous laisse le plaisir de découvrir. Donc il peut y avoir des prédispositions génétiques qui sont relativement fréquentes. Lorsque l'on fait le diagnostic, eh bien, la glycémie à jeun est supérieure à la normale, mais sans jamais atteindre des valeurs extrêmes, du moins au départ. La maladie va s'installer progressivement quand l'insuline commence à perdre son efficacité sur les cellules cibles. Eh bien, les cellules bêta, en augmentant la sécrétion, donc les cellules bêta vont augmenter la sécrétion d'insuline, et pendant plusieurs années. Il y a ainsi une production croissante d'insuline de moins en moins efficace, puisqu'on est dans notre cas d'une insulino-résistance. Donc on dit bien que les cellules cibles deviennent insulino-résistantes. Ça veut dire qu'elles ne fixent plus l'insuline, ou si elles le fixent, ça ne sert plus à rien. Donc le fonctionnement des cellules bêta se trouve alors altéré, et la production d'insuline va décroître. Donc ça veut dire que le sujet va commencer à présenter des hyperglycémies modérées, entre 1,10 et 1,26 g par litre. Des hyperglycémies plus sévères vont marquer le début du diabète également. Et de par son caractère silencieux et progressif, eh bien, de nombreuses personnes ignorent leur état. Et ce sont les complications qui s'installent qui leur révèlent qu'ils sont atteints par ce diabète de type 2. Donc à surveiller évidemment lorsque vous êtes en surpoids notamment. Alors, les mécanismes de la régulation de la glycémie au niveau de transporteurs de glucose, eh bien, cette régulation implique que des cellules puissent absorber du glucose à partir du plasma sanguin, évidemment, ou bien au contraire en restituer en direction du sang. Donc, ces transferts sont opérés par des transporteurs de glucose, transporteurs spécifiques évidemment, qui sont des protéines qui sont capables de s'intégrer dans la membrane plasmique en comportant un canal plus ou moins spécifique qui permet le transit du glucose donc dans la cellule ou hors de la cellule. L'abondance de ces transporteurs dans les membranes varie et détermine la capacité des cellules à absorber ou à rejeter le glucose à un moment donné de la vie de la personne. Il y a évidemment une complémentarité entre les hormones et leurs récepteurs, donc entre l'insuline et son récepteur, le glucagon et son récepteur. Et donc seules les cellules qui possèdent des récepteurs spécifiques à une hormone sont sensibles à la présence et à la concentration de cette hormone dans leur environnement, évidemment. Donc ces récepteurs sont des protéines qui présentent un ou plusieurs sites dont la forme tridimensionnelle est complémentaire de celle de l'hormone, ce qui explique leur spécificité vis-à-vis d'une hormone particulière. La fixation de l'insuline sur son récepteur va provoquer une modification de sa conformation tridimensionnelle.
activant une cascade de réactions chimiques avec deux conséquences. Première conséquence, c'est que des transporteurs de glucose sont transférés vers la membrane plasmique, ce qui augmente la capacité des cellules à absorber le glucose sanguin. Et deuxième conséquence, c'est la glycogénogénèse qui est activée dans les cellules musculaires et hépatiques. Donc le stock de glycogène va donc augmenter et le bilan hépatique, c'est-à-dire la différence entre les concentrations de glucose dans le sang sortant du foie et dans le sang entrant, eh bien, se réduit. Ça veut dire qu'on a une hyperglycémie qui est corrigée. Le glucagon, quant à lui, il va agir sur les cellules hépatiques car elles possèdent des récepteurs pour cette hormone. Sa fixation va déclencher une cascade de réactions chimiques qui vont activer une cascade donc de réactions chimiques qui va activer la glycogénolyse et la sortie du glucose transféré via les transporteurs de glucose vers le plasma sanguin. L'hypoglycémie est ainsi corrigée. Donc là on voit bien, on comprend bien comment l'hyperglycémie est corrigée, comment l'hypoglycémie est corrigée. L'hyperglycémie corrigée parce que la glycogénogénèse est activée et hyperglycémie corrigée parce que la glycogénogénèse est activée. Donc le glucagon va agir sur des cellules hépatiques car elles possèdent des récepteurs de cette hormone, je répète. Sa fixation va déclencher une cascade de réactions chimiques qui active la glycogénolyse et la sortie du glucose. On va donc avoir une correction de l'hypoglycémie. Donc ça veut dire que, je répète que, non je ne vais pas répéter, c'est pas la peine, j'ai déjà dit assez. Donc la prise en charge des diabètes va dépendre de ces mécanismes moléculaires. Donc celle du diabète de type 1 consiste principalement à compenser le manque d'insuline grâce à des apports quotidiens de cette hormone sous forme d'injection ou grâce à des pompes de plus en plus automatisées. Donc la personne vit très bien, il faut juste penser à se faire les prélèvements, mais quelquefois c'est automatisé, donc la personne n'a même plus à réfléchir. Donc dans le cas du diabète de type 2, c'est un petit peu plus compliqué. Le nombre de récepteurs membranaires à l'insuline et de transporteurs de glucose inclus dans les membranes plasmiques diminue. Voilà, c'est embêtant. Donc des études montrent que la contraction musculaire active la synthèse et la mise en place membranaire de transporteurs de glucose. Ça par contre c'est intéressant. C'est la raison pour laquelle le changement du mode de vie, par exemple davantage d'activité physique et une rééducation alimentaire, très importante, puisque souvent ce sont les personnes qui ont tendance à trop manger, donc qui sont en surpoids, eh bien, tout ceci est recommandé pour les diabétiques de type 2, avant même le recours à des traitements médicamenteux. Bon, voilà, alors, nous avons parlé donc du contrôle des flux de glucose, des flux de glucose dans l'organisme, en relation avec plus ou moins avec la contraction musculaire. Bon, alors j'ai parlé assez vite, j'en suis conscient, alors c'est possible que j'ai dit quelques bêtises de temps en temps, vu que mon flux de parole est relativement important. Donc si vous constatez des erreurs, si vous voulez me le dire, ce serait bien. Alors soit c'est une erreur d'étourderie, soit c'est un problème de connaissance de ma part. Bon, en espérant que je n'ai pas dit trop de bêtises. Merci pour cette patience, pour avoir écouté ce cours qui était relativement long. Le cours est terminé. Merci.